Les amplificateurs opérationnels sont partout. On les trouve à la sortie des capteurs, dans les chaînes audio, au cœur des instruments de mesure, et pourtant, ils sont très souvent utilisés sans être vraiment compris. Alors dans cette vidéo, je vais tenter de démystifier, brique par brique, l'amplificateur opérationnel. Je vais présenter les règles d'or qui expliquent son comportement, ainsi que les montages essentiels pour comprendre pourquoi ce composant est si important en électronique analogique. Un amplificateur opérationnel, souvent appelé ampli-op, est avant tout un amplificateur de tension. Il possède un gain très élevé. Ce qui lui permet de transformer une minuscule différence de tension entre ces deux entrées en une tension de sortie beaucoup plus grande. Parfois des centaines de milliers de fois plus grande. Mais ceci est vrai tant que la sortie n'atteint pas les limites imposées par les alimentations. Alors, les ampli-op existent sous différents types de boîtiers. On les trouve aussi bien en boîtier DIP, avec des broches traversantes pour le soudage, ainsi qu'en boîtier CMS conçu pour le montage en surface. Et selon les modèles, un boîtier peut intégrer 1, 2 ou même 4 amplificateurs opérationnels. Alors, lorsqu'on s'intéresse à ce qui compose un ampli-op, on découvre qu'il est essentiellement constitué de transistors et de résistances. Il contient également des condensateurs et parfois des diodes selon les modèles. Un amplificateur opérationnel possède deux entrées. Une entrée inverseuse, notée par un signe moins, et une entrée non inverseuse, notée par un signe plus, ainsi qu'une sortie notée ici out. Un ampli-op nécessite des alimentations continues pour fonctionner. Généralement une alimentation positive, notée VS+, et une alimentation négative, notée VS-. Alors, à noter que certains modèles fonctionnent en alimentation simple. Selon les modèles, on trouve aussi des broches supplémentaires, utilisées par exemple pour compenser de légers défauts internes, comme un offset introduit par le composant. Ce sont les tensions d'alimentation qui déterminent jusqu'où la tension de sortie, notée Vout, peut évoluer. Si l'ampli-op est alimenté par deux tensions symétriques, une positive et une négative, par exemple plus 10 volts et moins 10 volts, alors ces alimentations externes fixent les valeurs maximales et minimales de la tension de sortie. On note alors plus Vsat et moins Vsat, ces tensions dites de saturation, qui pour un ampli-op considéré idéal sont égales aux tensions d'alimentation. Dès que l'une de ces limites est atteinte, l'amplificateur opérationnel sature. Alors cela signifie que la tension de sortie ne peut pas dépasser ces valeurs. Un ampli-op peut aussi fonctionner avec une alimentation simple, entre une tension positive, par exemple plus 10 volts, et la masse, 0 volts. C'est un mode d'alimentation très souvent utilisé. Alors là encore, les alimentations définissent les bornes possibles de la tension de sortie. Et dès qu'elles sont atteintes, la sortie ne peut pas les dépasser. Attention, le symbole d'un ampli-op n'est pas toujours présenté de la même façon. L'entrée inverseuse peut être indiquée en haut ou en bas, selon le schéma. Il est donc important d'être vigilant et de toujours bien repérer les signes plus et moins sur les schémas. Alors pour comprendre comment fonctionne réellement un ampli-op, tout commence par deux règles fondamentales, deux règles d'or qui sont simples en apparence mais absolument essentielles. Première règle, l'amplificateur opérationnel est un amplificateur de tension. On note V+, la tension appliquée à l'entrée plus, V-, la tension appliquée à l'entrée moins, et Vout, la tension de sortie. L'ampli-op est caractérisé par son amplification différentielle, notée AD. Elle correspond au rapport entre la tension de sortie et la différence de tension appliquée entre les deux entrées. Aussi, on a Vout est égal à AD fois V+, moins V-. Alors cette amplification dépend bien sûr du composant utilisé, mais une chose est commune à tous les amplificateurs opérationnels, leur amplification différentielle est extrêmement élevée. Prenons un exemple. L'un des ampli-op les plus utilisés est le LM358. En consultant sa fiche technique, on constate que son amplification différentielle typique est de l'ordre de 100 volts par millivolt, ce qui correspond à une amplification égale à 100 000. Alors qu'est-ce que ça implique concrètement ? Eh bien, si cet ampli-op est alimenté par exemple en plus 10 volts, une différence de tension de seulement 100 microvolts entre ces entrées suffit
à amener la tension de sortie en saturation. C'est ce qui rend l'ampli op si puissant. Une variation infime de tension entre V+ et V- peut provoquer une variation très importante de la tension de sortie. Résultat, lorsqu'un ampli op est utilisé sans contrôle précis de la tension différentielle d'entrée, sa sortie part presque immédiatement vers l'une des tensions d'alimentation, positive ou négative. L'ampli op ne se comporte alors plus comme un amplificateur progressif, mais comme un dispositif qui bascule d'un côté ou de l'autre. Et c'est justement ce comportement que l'on exploite pour réaliser des montages comparateurs. Mais ça, je vais y revenir un petit peu plus tard. Deuxième règle, après les tensions, on va maintenant s'intéresser au courant. Alors, on note I+, le courant qui arrive sur l'entrée plus, et I- le courant qui arrive sur l'entrée moins. Du point de vue de ces entrées, un amplificateur opérationnel se comporte comme une impédance d'entrée. Je l'ai appelé ici Rin. Alors je rappelle qu'une impédance caractérise l'opposition d'un circuit au passage du courant. Plus l'impédance est élevée, moins le courant peut circuler. Et pour un ampli op, cette impédance d'entrée est extrêmement élevée. On la note souvent comme infiniment grande. En pratique, cela signifie que très peu de courant, voire aucun courant, pénètre dans les entrées. A l'inverse, un amplificateur opérationnel présente une impédance de sortie faible. Il est donc capable de fournir du courant tout en conservant une tension stable, tant que l'on reste dans ses limites de fonctionnement. Alors, ces deux règles étant maintenant posées, je vais vous présenter quelques-uns des principaux montages à amplificateur opérationnel. Et je précise que pour chacun de ces montages, vous trouverez sur cette même chaîne une vidéo avec les explications détaillées du principe de fonctionnement et des exemples de mise en œuvre pratique. Premier montage, un amplificateur opérationnel utilisé seul, sans aucun autre composant externe. On applique une tension d'entrée V+ sur l'entrée non inverseuse, l'entrée plus, et une tension V- sur l'autre entrée, l'entrée inverseuse. Une tension, par exemple, constante égale à plus 4 volts. Alors, considérons que cet amplificateur opérationnel est alimenté entre plus 10 volts et moins 10 volts. Nous l'avons vu, à cause de son amplification différentielle très élevée, la moindre différence entre les tensions d'entrée entraîne immédiatement la saturation de la sortie. Ainsi, si V+ est supérieur à V-, eh bien la tension de sortie sature positivement à plus 10 volts. Et si c'est l'inverse, eh bien la sortie sature négativement à moins 10 volts. La tension de sortie représente donc directement le résultat de la comparaison entre les deux tensions d'entrée. On remarque que les tensions sont appliquées directement aux entrées de l'ampli op. Comme sa résistance d'entrée est considérée infinie, aucun courant ne circule, les courants I+ et I- sont donc nuls. Ce montage ne perturbe donc pas la source et se contente de comparer les tensions. Il réalise ainsi la fonction d'un comparateur à un seuil avec une impédance d'entrée infinie. Alors voyons maintenant ce que cela donne sur des signaux. La tension V+ est représentée ici en bleu et la tension V- constante égale à 4 volts en violet. La tension de sortie du montage, résultat de la comparaison, est représentée en couleur rouge. Alors lorsque V+ dépasse V-, eh bien la sortie bascule en saturation positive. Et lorsque V+ repasse en dessous de V-, alors la sortie bascule en saturation négative. Mais si le signal ne dépasse jamais le seuil, la tension de sortie reste bloquée en saturation négative. Alors, l'une des applications typiques de ce montage est l'alarme. Prenons un exemple simple, la surveillance d'une température. Tant que la température reste en dessous d'un seuil, une LED verte est allumée. Mais dès que ce seuil est dépassé, eh bien, le comportement change. La LED verte s'éteint et c'est la LED rouge qui s'allume. Mais ce qui rend l'amplificateur opérationnel vraiment intéressant, c'est lorsqu'on parvient à contrôler précisément son amplification. Pour cela, on met en place une contre-réaction, en reliant la sortie à l'entrée inverseuse, l'entrée moins. Alors généralement au moyen d'un réseau de résistance. Concrètement, la tension appliquée sur l'entrée moins devient alors une image de la tension de sortie. À la moindre variation de la tension appliquée sur l'entrée non inverseuse, l'entrée plus, par exemple si la tension V+ augmente, eh bien la sortie réagit immédiatement en ayant tendance à augmenter elle aussi. Mais comme l'entrée moins est reliée à la sortie, la tension V- augmente à son tour.
Cette augmentation réduit la différence V plus moins V moins, et la boucle de contre-réaction se corrige en permanence, de façon à imposer pratiquement l'égalité entre V plus et V moins. Je vais maintenant m'intéresser au montage particulier où la sortie est reliée directement à l'entrée moins par un fil. Je vais noter Vin, la tension d'entrée qui est appliquée à l'entrée plus. Alors ce montage permet d'obtenir une tension de sortie strictement égale à cette tension d'entrée. On a Vout est égal à Vin. Ce montage s'appelle un suiveur de tension. Et là, la question est évidente, mais si la sortie vaut l'entrée, à quoi ça sert? En fait, ce montage est vraiment utile parce que la tension d'entrée est appliquée directement sur l'entrée plus de l'ampli op. Or, on l'a vu, cela signifie qu'aucun courant n'est prélevé sur le montage d'entrée. Ce montage suiveur de tension permet donc de reproduire une tension sans perturber le circuit qui la fournit. Il agit donc comme une interface entre deux circuits. Il prélève l'information de tension du circuit d'entrée sans la charger, c'est-à-dire sans absorber de courant, puis ce montage restitue cette tension en sortie avec une capacité de courant plus élevée. C'est pour cette raison qu'on appelle aussi ce montage un buffer ou un tampon de tension. En insérant une résistance dans la boucle de contre-réaction, on peut contrôler précisément l'amplification de l'amplificateur opérationnel. La valeur de cette résistance fixe la fraction de la tension de sortie qui est renvoyée vers l'entrée inverseuse. Et c'est ce mécanisme qui va permettre de régler l'amplification du montage. Lorsque le signal d'entrée est appliqué sur l'entrée non inverseuse, l'entrée plus, il est amplifié avec une amplification égale à 1 plus R2 sur R1. L'amplification est positive et même plus grande que 1. Le signal de sortie conserve donc la même polarité que le signal d'entrée. On remarque aussi que, dans ce montage, le signal d'entrée est appliqué directement sur l'entrée de l'ampli op. Il n'y a donc pratiquement aucun appel de courant. Si l'on observe les signaux, en bleu le signal d'entrée et en rouge le signal de sortie, on constate qu'ils sont parfaitement en phase. L'amplification est correcte tant que la sortie ne vient pas saturer. Cela reste vrai aussi bien pour les signaux périodiques, comme pour ce signal sinusoïdal, que pour des signaux issus d'une mesure. A l'inverse, lorsque le signal d'entrée est appliqué sur l'entrée inverseuse, l'entrée moins, il est à la fois amplifié et inversé. On montre alors que l'amplification de ce montage vaut moins R2 sur R1. Alors attention, dans ce cas, la résistance d'entrée du montage est égale à R1. L'observation des signaux d'entrée et de sortie confirme que ceux-ci sont en opposition de phase, et là encore, l'amplification est correctement réalisée tant que la sortie ne sature pas. Avec un seul et même ampli op, il est possible de réaliser de nombreuses autres fonctions. Par exemple, le montage soustracteur permet d'obtenir une tension de sortie égale à la différence entre deux tensions d'entrée, à condition que la sortie ne sature pas. Le montage additionneur, lui, réalise la somme de plusieurs tensions. De même là encore, le résultat est correct tant que la sortie ne sature pas. On notera cependant que pour ces montages, l'impédance d'entrée n'est plus infinie. Il faut donc rester vigilant lors de leur mise en œuvre. Alors, en ajoutant des condensateurs, le champ des possibilités s'élargit encore. On peut ainsi réaliser un montage intégrateur, souvent utilisé comme filtre passe-bas. Autrement dit, il laisse passer les signaux continus et les basses fréquences, tout en atténuant les signaux haute fréquence, comme on peut le voir ici à l'écran. En inversant la position de la résistance et du condensateur, on obtient cette fois un montage dérivateur, qui se comporte comme un filtre passe-haut. Alors ici, c'est l'inverse. Les composantes continues et les basses fréquences sont fortement atténuées, tandis que les hautes fréquences apparaissent en sortie. Et parmi les montages les plus utiles, on trouve aussi le multivibrateur astable, capable de générer un signal périodique sans aucune entrée externe. La liste des applications possibles de l'ampli op est encore bien plus longue. Et cette vidéo avait pour objectif de donner une vue d'ensemble et d'en expliquer les principes fondamentaux. Et ce n'est qu'un début. Sur cette chaîne, d'autres vidéos reviennent en détail sur ces montages avec des applications concrètes et des exemples pratiques. Alors, si vous voulez continuer à explorer, eh bien restez connectés et à très bientôt.